Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir participer à cette session et à ce congrès. Donc, comme le disait le professeur Bouskraoui, donc là, l'idée, c'est vraiment d'être interactif. Donc, on va poser des questions tous ensemble, pouvoir discuter, comparer un peu les pratiques en France, au Maroc, et voir un petit peu comment on peut avancer sur ces questions-là. Donc, ça, c'est juste mes liens d'intérêt que je précise. Et donc, on va défiler tout de suite quelques petits cas cliniques où vous allez me dire ce que vous feriez. Donc là, par exemple, la première situation, donc c'est un enfant de 2 ans qui est correctement vacciné. Donc, il a reçu du PCV 13 selon le programme vaccinal. Et donc, par contre, dans ses antécédents, il a un rash lors d'une prise d'amoxicilline l'année passée. Et donc là, il présente un état fébrile depuis 48 heures qui est bien toléré. Voilà, il a une rhinite associée, il mange un petit peu moins bien, mais en dehors de ça, rien de particulier. À l'examen physique, on retrouve cet aspect tympanoscopique. Donc, la question que je vous pose, c'est qui, pour cet enfant-là, donc on suspecte à l'évidence une otite moyenne aiguë, hein, si vous êtes tous d'accord, et donc qui, pour cet enfant-là, va proposer une antibiothérapie par cefpodoxime? Lève la main celui qui veut faire ça. Je vois des noms, tout le monde dit non. Pourquoi? Ici. L'allergie croisée, d'accord. Donc, vous craindriez l'allergie à l'amoxicilline et donc une allergie croisée avec une cefpodoxime, donc c'est une C3G orale, et du coup, proposez plutôt une autre molécule. Le RAS, c'est pas systématique. Ok, je Le RAS, c'est pas de l'amoxicilline, hein, systématiquement. ne sais pas. Donc l'autre possibilité, c'est de considérer le fait que le rash n'est pas très spécifique d'une allergie à l'amoxicilline, et donc à ce moment-là, vous seriez plutôt. Donc vous proposeriez plutôt des macrolides à ce moment-là, c'est ça? Si vous pensez à l'allergie croisée, qu'est-ce que vous proposeriez? Si on dit bah, cet enfant il a une allergie à l'amoxicilline, allergie croisée avec les C3G, qu'est-ce que vous proposeriez du coup pour cet enfant? Est-ce que ce serait des macrolides ou autre chose? Pourquoi? Ça rentre pas dans le spectre. Alors les macrolides, ça peut couvrir ces germes-là, mais le problème, c'est qu'il y a des résistances. Voilà, il y a des résistances pour le pneumocoque, on sait. Voilà, c'est pas inefficace à 100%, mais c'est quand même pas. C'est voilà, exactement. On risque d'être inefficace. Donc je suis d'accord avec vous. Du coup, vous proposeriez quoi à la place? Comment? Du Bactrim, c'est ça? Ouais, ok. Donc du Bactrim, ok, ouais. Ouais, ouais. Pour vous, c'est pas une allergie à l'amoxicilline. Donc c'est la réponse C que vous proposeriez. D'accord. Donc cet enfant de 2 ans et 3 mois, donc certains considèrent quand même l'allergie à l'amoxicilline, d'autres peut-être pas, et proposeraient quand même une antibiothérapie par amoxicilline. Donc c'est un peu, donc grosso modo, c'est ça l'attitude que vous envisageriez, oui? Bien sûr, bien sûr. Mais je vous rassure, c'est pareil en France, hein, il n'y a aucun problème. Mais on va en parler justement. C'était ça aussi les sujets que je voulais aborder. Et alors du coup, j'ai une dernière option qui ne met pas d'antibiotiques du tout. Ah finalement. Oh. Mhm, mhm. Voilà. Voilà. Donc là, ok. Donc qui serait d'accord finalement pour pas mettre d'antibiotiques du tout? La moitié, ou quelques-uns. Ok. Ok, ça marche. Parce que là, on a dit, donc en effet, la fièvre est à 38,4. Bon, c'est pas à 41 en plateau. Il mange un peu moins bien, mais c'est pas non plus catastrophique. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Mhm. Donc selon l'aspect, donc ce que vous proposez, Bachir, donc selon l'aspect
otoscopique, éventuellement, on peut aussi considérer cet élément-là dans la décision de traiter ou pas par antibiotique, et donc pas se baser uniquement sur la clinique, enfin sur l'état général plutôt, mais prendre aussi en compte l'aspect otoscopique. Ok, bon bah super, donc là on a tous les éléments pour commencer notre discussion, et alors du coup, finalement, bah, c'est l'attitude que vous avez préconisée qui a été choisie par le médecin. Donc l'enfant n'avait pas reçu de traitement antibiotique, mais par contre à H48, en fait, il est exactement pareil. Il a toujours de la fièvre, toujours en bon état général, mais il a toujours de la fièvre. Il a toujours cet aspect otoscopique. Et alors là, donc, le médecin l'a mis sous céfixime, donc qui est un antibiotique qui est une céphalosporine de troisième génération, comme le céphalosporine. Je vois des noms de la tête. Donc, antibiothérapie adaptée. Non. Pourquoi? Oui. Voilà. Il a beaucoup de résistance à la céfixime. Tu as l'hémophilus. Aussi, il a des taux de résistance. C'est pas le même spectre, la céfixime, que la ceftriaxone. C'est pas le même spectre. On est d'accord. Et tu as aussi le Borrelia catarrhalis, il est rare, mais les deux, hémophilus et pneumo, surtout le pneumo, il a des résistances, je pense, à 32% dans le contexte marocain, si je me rappelle bien. Résistance à quoi? À la céfixime. À la céfixime spécifiquement. En fait, le problème, c'est un problème de diffusion aussi de la céfixime. C'est-à-dire que dans les indications ORL, c'est un antibiotique qui diffuse très très mal. Donc en fait, c'est un problème de résistance, c'est surtout un problème de CMI par rapport à la concentration qu'on peut obtenir sur cette molécule-là dans les atteintes ORL, en effet, alors que par contre, dans les concentrations urinaires sont beaucoup plus importantes. Et donc c'est vraiment l'antibiotique préférentiel pour des infections urinaires. Mais on va en reparler. Donc en tous les cas, qui serait d'accord avec le médecin? Est-ce qu'il y en a qui diraient, bon, finalement, quand même, on peut proposer de la céfixime? Selon le guide marocain, c'est pour les infections urinaires. On est d'accord. On est d'accord. C'est pour les infections urinaires. Oui. On le réserve. Oui, on le réserve. Tout à fait. C'est un très bon message pour mes collègues en pédiatrie ambulatoire. À cause de la diffusion, à cause des CMI trop élevés vis-à-vis du pneumo, en général, les céphalosporines de troisième génération orale, d'accord, et ne sont pas conseillés pour les infections respiratoires, mais ça reste un très bon antibiotique pour l'infection urinaire. C'est le message nous aussi qu'on essaie de faire passer. Tout à fait. Donc on va pouvoir en discuter. Et alors, donc si on dit que c'est pas le bon antibiotique, donc pas justifié car peu efficace dans les infections ORL, c'est ce qu'on disait finalement. Donc là, a priori, on est tous d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Tout le monde est d'accord a priori. Ok. Et sinon, pas justifié car la probabilité d'allergie à l'amoxicilline est faible. Aussi, finalement. Ok. Alors, si tu permets, Naïm, ouais. Je veux revenir sur ce problème. Ça a été évoqué par notre collègue tout à l'heure. C'est que là, il y a du type d'allergie, tu me corriges, Naïm, au bêta-lactamine. Soit des allergies aiguës précoces, comme l'anaphylaxie. Tout à fait. Soit, en général, ce qui est retardé, c'est aussi classiquement 6e, 7e jour sous forme de rash, etc. Voilà. Mais beaucoup de collègues, dès qu'il y a un rash G3, G4, ils prennent ça pour bêta-lactamine, le marquent sur le carnet de santé et on va priver l'enfant d'une famille d'antibiotiques bêta-lactamine qu'il va normalement utiliser durant toute sa vie. Voilà. Ben j'avais une dernière proposition, c'est exactement ce que je voulais discuter avec vous. Juste la dernière option, pas justifiée car bonne tolérance de l'infection et donc toujours pas d'antibiothérapie. Est-ce que quelqu'un dirait bah, finalement on est à 2 jours d'évolution? Oui, Jérôme? Moi, je crois que la fièvre est bien tolérée. Oui. Ça peut être viral, des otites virales existent. Aussi. Pourquoi donner l'antibiotique? Okay. On peut donner l'antipyrétique, on s'y réveille, on revoit l'enfant après 48 heures pour voir si c'est bien. Ok. Est-ce que d'autres personnes seraient d'accord avec ça? Oui.
Moi, ce qui me dérange, c'est l'aspect bombé du tympan. Oui, l'aspect bombé du tympan, voilà, tout à fait. Ouais. Mais si on opte pour pas d'antibiotiques, il y a un risque d'exposition. On a eu des cas d'otite qui se sont compliqués d'abcès cérébraux, de thrombophlébites. On est d'accord. Donc, c'est des infections quand même qui sont rares. Bien sûr. Je profite du micro pour vous parler des enfants qu'on envoie pour AVI-ORL. On leur prescrit aussi un traitement local à base d'oflocète, des gouttes auriculaires et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans le cadre d'une otite non perforée, il n'y a normalement aucune indication à donner un traitement local. Je parle sous le contrôle des experts, mais nous, en tous les cas, en France, dans les guides d'antibiothérapie, il me semble aussi que sur le guide de la SOMIPEV, le traitement local n'a pas d'indication en cas d'otite moyenne aiguë, purulente, non perforée. Voilà. En revanche, on peut proposer un traitement local si on a une otite externe, bactérienne, ou si éventuellement, si on a une otite perforée en complément d'un traitement systémique, éventuellement. Mais en tous les cas, sur une otite non perforée, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou s'il y a des compléments. Oui. Alors, est-ce qu'en cas d'otalgie importante, est-ce qu'on proposerait quoi? Un traitement local antibiotique? Un anesthésique local? À ma connaissance, ce n'est pas efficace, hein. Sauf dans le cas d'une otite externe. Là, on parle d'une otite moyenne aiguë. Dans le cas de l'otite moyenne aiguë, la douleur, elle n'est pas au niveau du conduit auditif externe, parce que le conduit auditif, il est normalement non inflammé. En revanche, dans l'otite externe, là, on a une inflammation du conduit auditif, et donc éventuellement, donner des traitements antibiotiques associés à de l'anti-inflammatoire local peut aider. Mais sinon, dans l'otite moyenne aiguë, non perforée, douloureuse, hyper douloureuse, il y a soit le Doliprane, mais surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent avoir une place sous couvert d'antibiothérapie. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement efficace. C'est le traitement antidouleur le plus efficace, l'ibuprofène. Donc le message de Naïm, il est très clair. D'accord? C'est dans, disons, dans le titre moyen aigu, il n'y a pas d'indication de donner un traitement local. Tu es d'accord, Bachir? Ah, il est d'accord, Bachir, il n'y a pas de souci. Parfait. On est sauvé. On y va. Alors, donc, moi, j'avais plusieurs questions suite à ce cas clinique. Donc, la première question qu'on a commencé à discuter tous ensemble, c'est finalement à qui est-ce qu'on met des antibiotiques en cas d'otite moyenne aiguë? Et donc, la question sous-jacente quand on demande ça, c'est quel intérêt on en attend? Parce que si on met un traitement, c'est parce qu'on en attend des bénéfices. Et donc, les bénéfices dans cette indication-là sont de 3 ordres. Le premier, c'est de réduire la durée des symptômes. On sait très bien, il y a eu des essais randomisés historiques qui ont montré, que ça soit chez le petit ou chez le plus grand, qu'un traitement antibiotique réduit la durée des symptômes, donc d'otalgie, de fièvre, d'altération de l'état général, de plusieurs jours quand même. Donc il y a un bénéfice sur la durée des symptômes. Le deuxième élément qu'on évoquait à l'instant, c'est le risque de complications. Donc évidemment, quand on met un traitement antibiotique, par définition, on va diminuer le risque de complications loco-régionales. Vous évoquiez tout à l'heure donc des complications d'abcès cérébraux éventuellement, ou même plutôt de mastoïdites qui sont quand même plus fréquents que les abcès cérébraux. Mais en tous les cas, donc, il y a des complications loco-régionales qui restent heureusement très rares pour comparer au nombre d'otites, mais qui sont quand même très sévères. Et enfin, le troisième élément, c'est le risque d'otite récidivante. Comme vous le savez, quand on fait une otite précoce, non traitée ou mal traitée, après, il y a un risque finalement de formation de biofilms au niveau de rétrotympanique et donc de colonisation un peu subintrante. Et puis la prochaine fois qu'il va attraper le VRS ou la grippe ou un autre virus respiratoire, ça va déclencher à nouveau une otite. Et on sait que ces enfants-là font plus d'otites récidivantes, notamment quand le traitement est court. Chez l'enfant de moins de 2 ans, on sait qu'un traitement court favorise à la fois les rechutes dans les mois qui suivent et aussi les formes récidivantes d'otite qui sont quand même potentiellement sévères et puis après peuvent s'associer avec une moindre audition. Donc, c'est ça les 3 bénéfices attendus de l'antibiothérapie. Et sur ces 3 bénéfices-là, finalement, chez l'enfant de moins de 2 ans, c'est quand même là que le bénéfice sera le plus important. Que ça soit sur la durée des symptômes, on sait que les symptômes chez l'enfant de moins de 2 ans sont quand même plus importants que chez l'enfant de plus de 2 ans, en général, qui tolèrent un peu mieux l'otite moyenne aiguë. Le risque de complications, les mastoïdites, les abcès cérébraux, etc., c'est quand même une maladie du petit enfant. C'est quand même beaucoup plus rare chez l'enfant de plus de 2 ans. Et l'otite récidivante, ça, c'est vraiment une maladie du petit nourrisson. On sait que le risque d'otite récidivante est proportionnellement augmenté avec le petit âge du premier épisode. Si on fait un épisode très très tôt
dans notre vie, le risque d'otite récidivante est décuplé. Et c'est aussi comme ça que les vaccins conjugués, en diminuant le premier épisode, ont diminué de façon majeure le nombre d'otites ultérieures. Et même des otites qui n'étaient pas liées au pneumocoque. Donc finalement, là, quand on dit tout ça, ce qu'on sous-entend, c'est que le bénéfice va être quand même plus important chez l'enfant de moins de 2 ans que chez l'enfant de plus de 2 ans, ce qui du coup va justifier d'avoir une attitude thérapeutique qui soit différente en fonction de l'âge. Et donc là, je reprends le guide d'antibiothérapie qui a été établi par la SOMIPEV et le GPIP donc l'année dernière, et les recommandations françaises sont superposables avec ce qui a été écrit là. Et donc, ce qui est proposé, c'est donc un traitement antibiotique en deçà de l'âge de 2 ans de façon systématique. En revanche, à partir de l'âge de 2 ans, eh bien là, on va réserver ce traitement-là à des situations qui sont cliniquement importantes, avec un retentissement important. On sait que l'otite moyenne aiguë, ça peut empêcher complètement l'enfant de dormir toute la nuit. C'est les réveils brutaux. Vous savez, l'enfant, il dort, il se couche au bout d'1 heure et il hurle comme ça, il se réveille, vous le rendormez, vous lui remettez de Doliprane. 1 heure plus tard, il se réveille en hurlant. Ça, c'est l'otite moyenne aiguë, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est quand même relativement incommodant, que ce soit pour l'enfant, pour les parents. Donc ça peut justifier de mettre le traitement. La mauvaise tolérance de la fièvre, bien sûr. L'autoré, là, on est dans une forme compliquée d'otite moyenne aiguë, donc là, on traite. Ou la persistance des symptômes de façon prolongée. Est-ce que vous êtes d'accord avec Naïm? Est-ce que c'est ce que vous faites chaque jour, ou ça vous paraît de la théorie, ou il y a c'est bon? Ça vous paraît logique? Très bien, parfait. Donc cet enfant-là, finalement, on ne lui met pas de Bactrim. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou à la lumière de ces informations-là, vous resteriez là-dessus? Pas de... Et moi, honnêtement, 2 ans, 3 mois, je pense que c'est vraiment de la discussion à avoir avec les parents, à avoir avec voilà, l'ensemble des éléments de l'examen clinique. Mais l'idée générale, c'est d'éviter de mettre trop d'antibiotiques. Et on va voir après quelles sont les conséquences de notre grosse consommation d'antibiotiques. Parce que malheureusement, que ce soit au Maroc, en France ou dans beaucoup de pays, il y a probablement beaucoup d'antibiotiques qui sont encore consommés et prescrits dans des situations où ils ne sont pas strictement indispensables. Donc on va voir après cet élément-là. Mais là, le premier message sur lequel je voulais insister, c'est que certes, l'otite moyenne aiguë, c'est une infection bactérienne jusqu'à preuve du contraire. Mais comme le disait Jérôme, il y a aussi beaucoup d'infections virales qui vont déclencher des otites moyennes aiguës. Est-ce que c'est le virus seul? Est-ce que c'est de la co-infection? Difficile de le dire. Le fait est que on n'est pas strictement obligé de les traiter tous par antibiotiques. Si les parents sont compliants, s'ils sont capables de revenir, de reconsulter, si l'enfant se dégrade sur le plan clinique, on a le droit de ne pas le mettre de façon systématique. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, du coup, c'est quel antibiotique? Donc là, pour répondre à la question, il faut savoir quelle est l'épidémiologie de l'otite moyenne aiguë, quels sont les germes impliqués et quel est le niveau de résistance des germes en question. Donc la première réponse, donc vous l'aviez dit tout à l'heure, les principaux germes, c'est le pneumocoque, l'Haemophilus influenzae, la moraxelle, et puis après, le strepto A joue un rôle vraiment mineur, et bien sûr les virus respiratoires. Mais en tous les cas, sur les germes bactériens sur lesquels on peut avoir une action, les 3 principaux, ça reste pneumocoque, Haemophilus et moraxelle. Et le pneumocoque, malgré de nombreuses années d'expérience de vaccins conjugués, reste quand même très probablement un germe majeur dans cette pathologie. Donc c'est compliqué de savoir quel est le germe impliqué dans l'otite moyenne aiguë, parce que nous, en France, on fait quasiment jamais de tympanosynthèse. Je ne sais pas si au Maroc, vous en faites en routine, mais il me semble que non. C'est un geste qui est quand même difficile à organiser, c'est pas fait en cabinet, il faut l'adresser chez l'ORL, voilà, c'est quand même un geste invasif, et donc en pratique clinique, on le fait très rarement. Vous, ce serait quoi les indications? Voilà. C'est un enfant perforé, vous voulez dire? Perforé, voilà. Avec du pus. Et voilà. Je fais en général un streptotest pour voir s'il y a du strepto A ou pas. Ça, c'est une indication. Mais ça, c'est parce qu'il a été chez Robert Cohen, c'est pour ça. Qui fait des streptotests sur une autorée? À part Bachir. C'est le seul. On va. C'est notre docteur test. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, en fait, il n'y a que 2 situations où on va documenter de façon certaine l'otite moyenne aiguë. C'est l'autorée, où éventuellement on peut faire un prélèvement local. Donc, soit un prélèvement pour une culture, mais c'est rarement fait en routine, soit un TDR strepto A qui peut orienter s'il est positif. Ça a une excellente sensibilité et une excellente spécificité. Donc, c'est un très très bon prélèvement
Mais il faut que l'otite soit perforé, évidemment, hein, parce que si le tympan, sur la photo qu'on a vue là, il n'y a rien à prélever. Si on écouvillonne le conduit auditif externe sur une otite non perforée, qu'est-ce qu'on trouve? De la flore. Voilà, on va trouver du pyocyanique, on va trouver du staph, on va trouver de l'hémophilus, on va trouver plein de germes dont on n'a aucune certitude qu'ils soient impliqués dans l'infection en cours. Voilà. Donc le prélèvement du conduit auditif externe n'a pas d'intérêt en dehors de l'autoré. Le deuxième prélèvement qu'on fait, c'est la tympanosynthèse. Et nous, ça vraiment, on les réserve à des situations exceptionnelles de rechute de deuxième ligne de traitement. Donc on a essayé l'amoxicilline, on a essayé les C3G orales, éventuellement l'augmentin. Il rechute encore. Là, OK, on va l'adresser à l'ORL parce qu'on va craindre éventuellement un germe exceptionnel ou un germe très résistant. Oui, Bachir. Ouais. Ouais. Tu trouves moins de 5% positifs. Ouais. Ça veut dire que tu perds beaucoup de tests pour rien finalement. Mais même dans les 5% que tu trouves, que c'est de la grippe ou tu trouves du VRS ou tu trouves d'autres, tu ne sais pas est-ce que vraiment c'est le VRS seul, le VRS avec un pneumo ou le grippe avec un pneumo. Bah, c'est ça. Mais bon. C'est ça. Donc qui fait des tests respiratoires viraux dans ce genre de situation, à part Bachir? Le docteur teste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça? Pour l'otite, oui. Devant une otite moyenne aiguë, qui fait un prélèvement viral respiratoire? Non. Hein. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Bachir. Je pense qu'il y a un intérêt épidémiologique, voilà, pour savoir quels sont les germes associés à ces infections-là, dans le cadre d'une étude, dans le cadre d'un projet de recherche. Mais en clinique pour l'enfant, comme tu le dis très bien, il a la grippe positive, il a l'otite moyenne aiguë. On n'a aucun moyen de savoir s'il n'y a pas quand même une co-infection avec un pneumocoque ou avec éventuellement un hémophilus. Donc malheureusement, ce n'est pas un prélèvement respiratoire qui va nous permettre de changer notre traitement antibiotique. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Dans le cadre d'études, oui. Pour la pratique clinique du quotidien, à mon sens, ça ne va pas changer l'attitude. Naïma? Oui. Une rhinite allergique, oui, bien sûr. Parce que les otites récidivantes, il faut y penser. Bien sûr. Et aussi, c'est un appel pour notre congrès. On va parler de la rhinite allergique encore une fois. 9, 10, 11 mai. Oui, mais en fait, nous avons travaillé sur le portage rhinopharyngé de pneumocoque chez les nourrissons. Et nous avons bien découvert que chez les bébés qui sont très fébriles avec une otite, qu'il y a plus de chances d'avoir un pneumocoque et très probablement il peut être impliqué dans l'otite en cours. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est exactement ça. Le dernier prélèvement dont je voulais parler, c'est le prélèvement nasopharyngé au cours d'un épisode d'otite moyenne aiguë. Donc là, on va prélever de la flore. Donc ce n'est pas une zone directement d'infection, c'est de la flore nasopharyngée. Donc on peut trouver du pneumocoque commensal qui n'est pas du tout impliqué dans l'infection. Mais comme vient de le dire le professeur Bouscraoui, quand on fait ce genre d'études et qu'on compare le taux de portage de pneumocoque chez des enfants qui font une otite versus le taux de portage de pneumocoque chez des enfants sains, eh ben on en trouve 2 fois plus. On passe de 30% de portage à 60-70% de portage. Donc ça, c'est un argument indirect pour mettre en évidence le rôle du pneumocoque. Et ça, c'est vrai même après une vaccination Prevnar 13 ou PCV 10 bien conduite, avec plus de 10 ans de recul de vaccination, c'est toujours le cas. Donc malgré ça, le pneumocoque continue à jouer un rôle. Et donc là, vous avez sous les yeux donc, les résultats de ce genre d'études. Donc ça, c'est fait en France, mais en effet, comme vient de le dire le professeur Bouscraoui, il y a aussi cet équivalent au Maroc. Et là, l'information que ça nous apporte, donc ce sont des prélèvements nasopharyngés réalisés au cours d'épisodes d'otite moyenne aiguë. Donc le prélèvement nasopharyngé n'est pas spécifique de l'otite moyenne aiguë, parce qu'on peut trouver de la flore. Et n'est pas non plus extrêmement sensible, parce qu'on ne peut pas exclure qu'on n'en trouve pas alors qu'il y en a en rétrotympanique, mais quand même, c'est moins fréquent, sauf si on a reçu des antibiotiques préalablement. Donc ce n'est pas un germe, ce n'est pas un prélèvement qui va directement influencer la décision thérapeutique, parce que même s'il est positif, on ne sait pas si le germe est impliqué. En revanche, ça nous apporte une information très précieuse sur le niveau de résistance. Et c'est ça qui va nous guider pour choisir notre antibiothérapie. Parce que la question, je vous rappelle, c'est quel antibiotique on lui met. Et donc là, vous voyez l'évolution des pneumocoques de sensibilité diminués à la pénicilline sur les 20 dernières années en France. Et vous voyez que le Prevnar 13 a fait chuter
le niveau de PSDP. Donc là, on était ici, Prevnar 7, ça a fait chuter, puis après ça remonte, Prevnar 13, ça refait chuter, et puis ça remonte à nouveau. Donc malheureusement, le vaccin conjugué permet de diminuer les niveaux de résistance parce que ça cible les germes les plus résistants, en dehors du fait qu'ils soient très invasifs, ils sont aussi très résistants. Mais le problème, c'est que comme on consomme beaucoup d'antibiotiques, bah forcément, on va induire une sélection de germes qui ont un niveau de résistance qui va augmenter progressivement avec le temps. Et donc, on voit bien ce phénomène, et ça, c'est valable partout. Hein. J'ai mis des données françaises, mais c'est superposable dans tous les pays du monde, sauf éventuellement en fin fond de la Norvège, où ils ne consomment jamais d'antibiotiques. Mais dès qu'on a une pression de sélection, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, bah, on sait qu'on va favoriser l'émergence des souches qui vont exprimer des mécanismes de résistance. Donc, on a quand même un niveau de résistance qui n'est pas négligeable. Hein. Vous voyez, c'est 50% des souches, hein, quand même, hein, qui sont PSDP. Et alors, deuxième information, c'est quel est le niveau de CMI à l'amoxicilline. Donc là, c'est les données les plus récentes qu'on puisse avoir sur l'écologie bactérienne. Et ce que vous voyez là, c'est que les CMI supérieurs à 2 pour l'amoxicilline, là on est toujours sur le prélèvement rhinopharyngé de pneumocoque, quand on a une CMI supérieure à 2, là on commence à arriver dans des zones où on peut potentiellement avoir des difficultés malgré une antibiothérapie à 100 mg kg bien prescrite, une CMI à 4 ou une CMI à 8, le traitement antibiotique risque d'être mis en défaut. Et bien quand on regarde là, sur les 2 dernières années, on a quand même un pourcentage non négligeable qui sont résistants à l'amoxicilline et qui donc potentiellement vont entraîner un échec de l'antibiothérapie. Donc 20%, c'est quand même très élevé. Et alors, c'est là où c'est difficile de raisonner, c'est qu'il n'y a pas que le pneumocoque qu'on cible, comme on l'a dit, il y a aussi l'hémophilus. Et vous évoquiez tout à l'heure les hémophilus producteurs de bêta-lactamase. Donc comme vous le savez, il y a 2 mécanismes de résistance pour l'hémophilus dans le cadre d'une antibiothérapie par amoxicilline. Il y a soit la production de bêta-lactamase, soit les résistants qu'on appelle les BLNAR. Donc c'est les hémophilus non porteurs d'une bêta-lactamase résistants à l'amoxicilline. Donc c'est un autre mécanisme de résistance. Et donc il faut cumuler les deux pour avoir la proportion de souches qu'on ne va pas réussir à traiter avec l'amoxicilline, qui est, comme vous le savez, l'antibiothérapie de première intention. Et donc là, vous voyez, ça fluctue d'une année sur l'autre. Grosso modo, on est à peu près à 15%, 10-15% de producteurs de bêta-lactamase et 5%, grosso modo, de BLNAR, comme le disait Bachir tout à l'heure. Donc finalement, quand on cumule les deux, on est à peu près autour de 20% quand même d'hémophilus qui sont potentiellement donc non accessibles à un traitement par amoxicilline. Donc 20% des pneumocoques et 20% des hémophilus. Donc finalement, que ce soit de l'hémophilus ou du pneumo, grosso modo, on dit, voilà, quand on va mettre un traitement antibiotique, on a à peu près 20% de souches potentiellement résistantes. Donc est-ce que, maintenant que je vous donne cette information-là, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que pour vous, vous dites 20% c'est acceptable? Comment vous raisonnez là-dessus? Est-ce que vous dites c'est trop élevé, il faut changer? Qu'est-ce que vous diriez? C'est beaucoup 20% ou pas? 20% c'est beaucoup. Ok. Voilà. Soumia, prends le micro. Je trouve que 20%, c'est le 1/5 des cas. Voilà. Et 2 ans, 3 mois, c'est limite. Moins de 2 ans. Donc, il faut un peu élargir. Alors, vous mettriez quoi? Je mettrais l'amoxicilline protégée. Protégée par l'acide clavulanique? Oui. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Juste l'amoxicilline protégée par l'acide clavulanique, on est d'accord que ça va répondre à la situation de gauche, pas à la situation de droite, puisque là, les BLNAR, ils ne sont pas accessibles à de l'acide clavulanique, parce qu'on ne va pas détruire la bêta-lactamase, puisqu'il n'y a pas de bêta-lactamase dans le BLNAR. Et pour le PSDP qu'on évoquait tout à l'heure, donc le pneumocoque résistant à l'amoxicilline, le fait de rajouter de l'acide clavulanique, est-ce que ça va aider ou pas pour le pneumo? C'est une question piège. Naïm, est-ce que tu parles de la résistance totale ou de la sensibilité intermédiaire? C'est ça. Pour le pneumocoque, là, on est sur la résistance totale, c'est-à-dire CMI à 4, c'est résistant. Mais quand on a une souche résistante, le mécanisme de résistance du pneumocoque, ce n'est pas la production de bêta-lactamase.
c'est la modification de la cible, c'est justement la modification des PLP. Donc c'est pour ça qu'on dit souche de sensibilité diminuée, ça veut dire qu'il a changé un petit peu sa cible, ou résistant, il a changé complètement sa cible avec la CMI qui est exponentielle. Donc en mettant de l'augmentin, donc amoxicilline acide clavulanique, on ne change rien pour le pneumocoque, on ne change rien pour les BLNAR, on va traiter de façon plus efficace uniquement l'hémophilus producteur de bêta-lactamase, puisque c'est ça son mode de résistance. Donc on va répondre en partie à notre problème, mais on ne change rien au pneumocoque. Donc c'est pas si simple que ça, hein. Il n'y a pas de solution miracle. On voit que si l'amoxicilline, si demain on a 40% de résistance à l'amoxicilline avec le pneumocoque, on sera quand même bien embêté parce qu'après il faut aller sur des antibiotiques, éventuellement comme du Bactrim comme vous l'évoquiez tout à l'heure, éventuellement des C3G orales, mais on sait qu'elles n'ont pas une efficacité majeure et qu'elles ont un impact écologique, lui, qui est très très important. Donc la réponse n'est pas si simple que ça. Et alors du coup, pour nous aider, je voulais vous apporter une autre information, qui est le taux de guérison spontanée. Là, on n'en a pas du tout parlé. Là, on a dit, OK, il y a 20% de souches résistantes. Mais qui connaît le taux de guérison spontanée d'une otite moyenne aiguë? Combien? 60. OK, qui dit mieux? 90. 95. Alors le but, quand on dit taux de guérison spontanée, c'est qu'on souhaite qu'il n'y ait quand même pas de rechute dans la semaine qui suit, les 15 jours, les 3 semaines. Donc 95, c'est un petit peu optimiste quand même, mais la vérité, elle est entre les deux, c'est que c'est quand même très élevé. Le taux de guérison spontanée pour l'otite moyenne aiguë, c'est comme l'infection urinaire, c'est très élevé, et on estime, même si on n'a pas fait d'études pour le démontrer, parce que c'est pas très éthique ce genre d'études, on estime qu'il est supérieur à 70%. Donc finalement, grosso modo, on peut considérer que dans les 3/4 des cas, on va avoir une guérison spontanée sans antibiotiques. Et donc finalement, les 20% de résistance ne vont pas se traduire en 20% d'échec du traitement, parce qu'il faut retirer la guérison spontanée. Donc ces 20%-là, il faut les diviser par 4, puisqu'on a 75% de guérison spontanée. Donc ces 20%, ils se transforment en 5% d'échec potentiel. On est bien d'accord. On a 20% de résistance. Ceux qui sont sensibles, a priori, on va les traiter correctement. Donc les 20% de résistance, on retire 75% d'efficacité spontanée, on a 5% potentiellement d'échec. Donc finalement, ce n'est pas si élevé que ça. Donc, quand on dit 20%, ça fait un peu peur, 5%, ça effraie quand même un petit peu moins. Il y a une autre information qui est importante, comme vous l'avez vu, ce n'est pas des données qui sont fixées dans le marbre. C'est une année, je vous dis, c'est 20%, et si ça se trouve l'année suivante, ça ne sera que 10%. Si ça se trouve l'année suivante, ça sera 5%. C'est fluctuant malgré tout, et ça dépend avant tout de notre consommation d'antibiotiques. Donc, nous, on ne peut pas changer jour après jour nos recommandations. Il faut quand même avoir une certaine stabilité dans les messages qu'on veut transmettre auprès des collègues. Et donc, pour l'instant, est-ce que ce niveau est suffisant pour nous faire changer notre attitude? On a l'impression que la réponse est plutôt non. Et le troisième élément où là, je voulais vous poser la question, c'est est-ce que vous, dans votre pratique clinique du quotidien, vous avez le sentiment d'avoir plus d'échecs qu'avant? Quand vous prescrivez de l'amoxicilline à un enfant comme celui-là, est-ce que vous avez l'impression que sur les 3, 4, 5 dernières années, vous avez plus d'échecs qu'avant? Non. Qui dit oui? Personne ne dit oui. Donc ça, c'est quand même un élément important, parce que si on dit, bah voilà, l'amoxicilline, il y a trop de résistance, il faut changer d'antibiotique, oui, mais qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, est-ce qu'on a beaucoup d'otites qu'on va traiter et qui reviennent 2 jours après avec une mastoïdite, ou qui reviennent 2 jours après avec une inefficacité complète pour un traitement bien pris? Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'augmentation ces derniers temps. Quand on est tout seul, c'est difficile de répondre à la question, mais là, on est nombreux. Bah, si personne ne voit d'augmentation, c'est quand même un élément très rassurant. On se base avant tout sur notre clinique pour savoir si notre attitude est adaptée. Et donc là, finalement, si on prend en compte tous ces éléments-là, donc on a un taux de guérison spontanée qui est quand même très élevé, un niveau de résistance qui est élevé, mais l'un combiné avec l'autre fait que le risque théorique d'échec est relativement faible. Et en plus de ça, on n'a pas de signal sur le terrain d'échec qui ait été décuplé. Je peux rassurer mes collègues qu'en hospitalisation, les automastoïdites, il n'y a pas d'augmentation. Moi, à Marrakech, nous travaillons sur ça. Chaque année, on voit le taux. Voilà. On n'a pas l'impression qu'il y a une augmentation des mastoïdites et des automastoïdites. Exactement. Ouais. Et on a le même sentiment en France. Je pense que
l'épidémiologie est quand même relativement proche entre ces pays. On a le point commun d'avoir à peu près le même programme vaccinal et d'avoir à peu près la même consommation d'antibiotiques. Donc c'est assez logique qu'on observe finalement des choses similaires. Et donc, quand on prend en compte l'ensemble de ces informations, eh bien, on en arrive à la conclusion que l'amoxicilline doit rester le premier choix dans la situation épidémiologique actuelle. Et donc, là, j'ai repris la diapositive donc, du guide d'antibiothérapie de la SOMIPEV, où vous voyez que ce qui est positionné en première intention, ça reste l'amoxicilline. L'alternative en cas d'allergie serait une C3G orale, mais c'est réservé aux situations d'allergie avérées. Et donc en commentaire, eh ben, on voit qu'en effet, il y a des souches résistantes, ça existe, mais que pour le moment, le niveau de résistance est considéré comme suffisamment faible, même si on entend des chiffres et parfois ça peut nous faire peur. Eh bien, en pratique clinique, pour l'instant, on n'a pas de raison d'aller changer cette recommandation-là, mais on voit que les choses ne sont pas gravées dans le marbre et que malgré tout, il va falloir surveiller ça avec précision. Et l'autre élément, je ne reviendrai pas dessus, donc je prends 30 secondes pour en parler, c'est le syndrome otite conjonctivite, dont on sait qu'il est plus associé à de l'hémophilus. Et bien même dans cette situation-là, on se réserve le droit de pouvoir mettre aussi de l'amoxicilline, parce qu'on a vu que les bêta-lactamases, finalement, c'était grosso modo 10-15% de l'ensemble des hémophilus. Or, les syndromes otite conjonctivite, ça n'est pas que de l'hémophilus. Donc c'est 10-15% de la petite partie des hémophilus. Donc finalement, le risque d'avoir un échec thérapeutique avec de l'amoxicilline qui aurait été corrigé par de l'augmentin est quand même pas si élevé que ça. Et si tu permets, Naïm, ouais. Au Maroc, l'hémophilus sécrétode bêta-lactamase dont a parlé Bachir, voilà. C'est moins de 5% dans les différents centres de bactériaux. Hein. C'est ça. Donc c'est moins que le C'est encore moins que la France. Ouais. C'est encore moins que la France. Donc ça, c'est un argument supplémentaire pour ne pas avoir le réflexe qu'on m'avait moi appris quand j'étais étudiant, qui est otite conjonctivite, augmentin, point barre. Finalement, c'est pas forcément justifié. Et l'augmentin, on rappelle, ça a des effets secondaires quand même. Hein. C'est à la fois digestif, mais surtout, ça va décaper la flore. Ça cible tous les anaérobies pour rien. Ça va cibler quand même des germes digestifs et donc potentiellement augmenter les BLSE au décours. Donc, ce n'est pas complètement anodin. Donc ça, c'était un point majeur sur les recommandations de l'antibiothérapie de première intention. Donc, premier message, ce n'est pas pour tout le monde, les antibiotiques. Et deuxième message, si on en met, on essaye de restreindre le spectre autant que possible et donc de réserver l'amoxicilline pour l'ensemble des situations et de limiter les antibiotiques à plus large spectre. Alors maintenant, la deuxième question qui a été posée par ce cas, c'était cette histoire d'allergie. Là, on a parlé finalement, c'était une histoire d'érythème durant une antibiothérapie. Qui n'a jamais vu d'érythème sous antibiothérapie? C'est le quotidien. C'est le quotidien pour tout le monde. Et on estime que ça représente, sur l'ensemble de la population pédiatrique, presque un enfant sur 5 qui est étiqueté allergie à la pénicilline ou au bêta-lactamine ou à l'amoxicilline. Moi, je faisais partie de ces enfants sur 5. Moi, j'ai été étiqueté allergie à la pénicilline quand j'étais enfant. Voilà. Et alors, je peux vous assurer que j'ai avalé des litres de josacine. Voilà. Donc la josacine, c'était le macrolide qu'on prescrivait beaucoup à l'époque en France. Je ne sais pas si vous l'avez toujours ou c'est fini. Oui, c'est en rupture. Voilà une bonne nouvelle. Et il a un très bon goût, donc. Alors moi, il était très mauvais. Moi, je garde un mauvais. Ah ouais. Je garde vraiment un mauvais goût, tu vois. C'est vrai. Acide, un peu acre. Mais j'étais peut-être difficile. J'étais peut-être difficile. En tous les cas, ça m'a quand même marqué. Et quand je me suis intéressé au pneumocoque 20 ans plus tard, je me suis dit, mince, tous ces litres de josacine avalés pour rien. Tu vas te venger de la josa maintenant. J'essaie de me venger. Ouais. Voilà. J'essaie de me venger. Je ne suis pas allergique. Hein. Et donc, pour finir l'histoire, un beau matin, je me suis fait une extraction des dents de sagesse parce que j'avais besoin de les retirer. Et là, on m'a dit, est-ce que vous êtes allergique à la pénicilline? Et j'ai pris mon courage et j'ai avalé plusieurs grammes d'amoxicilline et je n'ai eu aucun problème. Voilà. Et donc, même si ça c'est un cas particulier, mais finalement on se rend bien compte que c'est loin d'être exceptionnel. C'est malheureusement un enfant sur 5 qui prend un autre antibiotique que l'amoxicilline. Et ça a beaucoup de conséquences. Quand on prescrit le macrolide, comme on l'évoquait tout à l'heure, un médecin qui est malheureusement pas très au courant des niveaux de résistance, il va donner un antibiotique sans efficacité. Donc ça, si on craint les complications, là on l'a traité pour rien.
Deuxième possibilité, on lui donne un antibiotique à très large spectre, comme une C3G, cefpodoxime. Voilà, c'est un bon antibiotique hein, pour traiter l'otite moyenne aiguë, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi un très bon antibiotique pour sélectionner les BLSE. Donc après, derrière, il a un portage de BLSE qui va transmettre dans la communauté, et puis il y aura peut-être un enfant qui va être hospitalisé avec une infection urinaire qui va nécessiter des antibiotiques de très très large spectre. Donc ça, c'est notre travail au quotidien d'essayer d'éviter d'en arriver à ces situations où on va prescrire des antibiotiques qui sont une perte de chance pour l'enfant. Je te remercie énormément, Naïm, d'insister sur ce point, parce que malheureusement, un certain nombre de collègues continuent à donner du cefixime en première intention dans l'otite moyenne aiguë. Le cefixime, c'est un très bon antibiotique, mais il faut le réserver à ses bonnes indications, notamment le site urinaire. Exactement. Et donc, je voulais faire quelques petites minutes sur ce risque d'allergie à l'amoxicilline, parce que c'est quand même notre quotidien. Vous êtes confronté à ça? Qui n'est pas confronté à ces problèmes d'allergie à l'amoxicilline? Voilà, personne. Donc c'est vraiment notre quotidien, et c'est pas très facile. Moi, je trouve que c'est pas toujours facile de rassurer les familles en leur disant non, non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque d'allergie, et d'aller lui donner le traitement antibiotique sans que l'autre après aille voir un autre pédiatre et se dise non, non, mais quand même, je suis inquiet, ou qu'il aille voir le pharmacien, qu'il aille négocier, d'avoir autre chose, parce que on est parents, on est inquiet, hein, on dit l'allergie, c'est quand même potentiellement une maladie grave. Et donc, pour rassurer, il faut avoir des chiffres en tête. Donc c'est ça que je voulais discuter avec vous. La première chose, quand on a une suspicion d'allergie, c'est d'identifier le symptôme qui a fait suspecter l'allergie. Est-ce que c'est un symptôme de haut risque ou de bas risque? Et donc là, vous avez la liste de l'ensemble des symptômes avec leur fréquence en pourcentage qui sont le plus souvent retrouvés. Et donc vous voyez que le plus fréquent, qui arrive tout en pole position, c'est le rash aspécifique, voilà, qui survient durant une prise médicamenteuse. Et puis après, on a le grattage, on a éventuellement diarrhée, vomissement, le nez qui coule, la nausée, la toux. Et puis vous avez par contre les symptômes qui sont considérés comme à haut risque. Et c'est là qu'il faut se réveiller si jamais le patient vous dit « Ah bah oui, mais attention, quand j'avais ça, j'arrivais plus à respirer », là, on ne va pas redonner de l'amoxicilline. S'il vous dit bah voilà, d'un seul coup, j'avais des sifflements comme si c'était une crise d'asthme, si j'avais la bouche qui a gonflé, j'étais aux urgences, on m'a trouvé une hypotension, j'avais le visage gonflé, là, ça, ce sont des signes d'alerte. Donc la première chose, c'est identifier ces signes d'alerte. S'ils sont présents, on ne va pas jouer. On n'a pas envie qu'ils fassent le choc anaphylaxique à la maison. Mais dans l'immense majorité des cas, comme vous le voyez, regardez le pourcentage de ces signes-là. C'est moins de 10% des situations. Donc dans l'immense majorité, quand on a une allergie étiquetée, en fait, ce sont des symptômes qui sont sans gravité. Ouais. Oui. Exactement. Il y a également les critères d'imputabilité. Il faut les critères de la sévérité, la précocité, la répétabilité. Il y a aussi l'autre critère, par exemple, un médicament ne peut pas être incriminé s'il est déjà éliminé. S'il est 5 fois plus de la demi-vie, il ne peut pas être incriminé. Voilà, c'est ça. Par exemple. Exactement. Donc ça, merci pour cette transition, parce que c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié le symptôme, il faut identifier le délai de survenue entre la prise médicamenteuse et le symptôme. Et donc là, c'est une information qui n'est pas toujours facile à obtenir, parce qu'il faut que les parents s'en souviennent. Mais si on voit que le délai est de plusieurs jours, là, on est tranquille. Le délai, ce qui nous inquiète, c'est l'allergie immédiate. Donc l'allergie immédiate, vous voyez que le délai de survenue, c'est moins d'1 heure. Donc si l'enfant vous dit, le parent vous dise, voilà, moins d'1 heure après la première dose d'amoxicilline, il a commencé à faire une sorte de crise d'asthme. Donc là, attention, là c'est drapeau rouge, on ne va pas represcrire de l'amoxicilline, on va faire des tests et puis objectiver l'allergie pour pouvoir faire une éviction de façon importante. Mais en revanche, quand on voit qu'on a un délai qui est beaucoup plus important, et bien là, le risque d'allergie sévère est quasi nul, et le risque d'allergie même modérée, en réalité, est très faible, et ça, on va le voir juste après. Donc finalement, premièrement, déterminer le symptôme. Deuxièmement, déterminer le délai. Une fois qu'on a ces deux éléments-là, si on est plus d'1 heure après la prise médicamenteuse avec les symptômes non sévères qu'on a montrés tout à l'heure, eh bien, dans les études, là, vous voyez, il y a une étude américaine qui ont pris 100 enfants qui avaient cette situation-là. Donc, allergie alléguée, mais en reprenant l'interrogatoire, c'était à bas risque. Donc,
les symptômes de grattage, d'éruption morbilliforme, voilà. Eh bien, quand on prend 100 enfants qui ont ces symptômes-là et qu'on va les tester tous, test cutané pour rechercher une allergie à l'amoxicilline, la probabilité d'en trouver une, c'est 0. C'est pas 1, hein, c'est 0. Donc là, quand on a ça, bah on peut dire à des parents qui sont en face de nous, regardez, l'éruption, elle était sans signe de gravité, elle est survenue plus d'1 heure après la prise d'amoxicilline, sans faire de test. Basé sur la littérature, le risque d'allergie à l'amoxicilline, il est de l'ordre de 0. Voilà, en médecine, il n'y a jamais de 0, mais en tous les cas, sur 100 enfants testés, il n'y en avait aucun qui était étiqueté vraiment, qui était effectivement de l'allergie. Donc, finalement, quand on dit que c'est 0 le risque, bah là, on n'a même plus la question de l'allergie croisée. En fait, il n'y a plus d'allergie du tout. Donc, si on a envie de le traiter, on ne va pas élargir l'antibiothérapie. C'est ça. Le test de provocation orale, on est d'accord, par contre, vous ne le faites pas en cabinet. Vous le faites qu'à l'hôpital. Donc c'est ça le problème, c'est la contrainte logistique. C'est-à-dire que si vous travaillez aussi à l'hôpital, que vous pouvez l'adresser immédiatement pour faire le test de provocation, bon, c'est l'idéal. Comme ça, vous êtes dans une situation vraiment sécurisée. La difficulté, c'est quand on est en cabinet, qu'on n'a pas accès à l'hôpital de façon simple et qu'on est seul dans son coin. Là, pour le coup, le test de provocation, le faire en cabinet, c'est pas si simple que ça. Il faut garder l'enfant quand même. Déjà, il faut avoir son kit d'adré en cas de besoin. Et puis, il faut le garder pendant plusieurs heures. Donc, c'est un peu contraignant. Mais je suis d'accord avec vous, si à la limite, on a des parents qui sont inquiets, pourquoi pas? Ça peut permettre de régler la situation de façon définitive. En tous les cas, le message à transmettre, si vous êtes d'accord, c'est que quand on a une situation à bas risque à l'interrogatoire, eh bien, on peut vraiment rassurer les parents parce qu'en fait, le bas risque, c'est quasiment le risque 0. Et du coup, la question qui reste, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la question des allergies croisées. Donc là, on se met dans une situation où on a documenté une allergie à l'amoxicilline et la question qu'on va poser, c'est quel est le risque d'allergie croisée avec d'autres molécules? Parce que, comme vous le savez, la molécule de second choix, si on n'utilise pas l'amoxicilline, ça sera plutôt des céphalosporines. Voilà. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a des allergies croisées entre l'amoxicilline et les céphalosporines qui vont nous permettre, qui vont nécessiter plutôt d'aller vers d'autres molécules dont on sait qu'elles sont moins efficaces, moins validées dans ces indications-là, comme éventuellement des macrolides ou du Bactrim, comme évoqué tout à l'heure. Et donc là, ça c'est une information à avoir aussi en tête parce que c'est quand même pas complètement anodin. Là, vous voyez le risque d'allergie en fonction de la classe d'antibiotiques. Donc si on a une allergie à la pénicilline, on fait attention à la céfoxytine, parce que les chaînes sont communes et donc il y a potentiellement un risque d'allergie croisée. Pour l'amoxicilline, l'ampicilline, c'est une molécule qui est très proche de l'amoxicilline. Donc là, il y a un risque d'allergie croisée. Et sinon, pour les céphalosporines, vous voyez, céphalexine, céphadroxyle, céphachlore. Donc il n'y a pas céphpodoxime proxétyl, encore moins céfixime qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis en cas d'allergie à la céphotaxime, là par contre, on évite toutes les C3G, mais c'est une situation qui est exceptionnelle et qui concerne beaucoup moins l'antibiothérapie ambulatoire. Donc là, l'information, elle est simple. C'est quand on a une allergie suspectée à l'amoxicilline, c'est rarement véridique. Et quand bien même c'est véridique, ça n'empêche pas de prescrire une C3G orale en toute sécurité. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Ouais. Exactement. Voilà. Donc il y a deux mécanismes. Comment ? C'est un peu une structure commune entre toutes les bêta-lactamines. Tout à fait. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ce que dit la collègue, donc il y a en effet, le noyau central est une structure commune, mais les allergies dépendent des chaînes latérales de la molécule. Or, ces chaînes latérales sont quand même très variables d'une molécule à l'autre. Et donc finalement, le risque d'allergie croisée dépend de la molécule qu'on aura testée. Et là, vous avez la liste et vous voyez que pour les molécules qui sont le plus fréquemment utilisées, finalement, le risque d'allergie croisée est proche de 0. Et donc, c'est pour ça que sur le tableau qu'on évoquait tout à l'heure, je ne l'ai pas remis là, mais le tableau de la SOMIPEV propose, en cas d'allergie à l'amoxicilline, de mettre de la céphpodoxime en première intention. Donc, pour cette partie sur les infections orales, je vous ai remis quand même si je n'ai pas fait de cas clinique dessus, une information qui me paraît capitale, c'est dans quelle situation on ne met pas d'antibiotiques. Donc rhinopharyngite, ça je pense qu'on est tous d'accord.
Vous savez que le rôle du pneumocoque dans la rhinopharyngite, c'est pas 0. Hein. La réalité, c'est que ça joue probablement un rôle, mais c'est une maladie complètement bénigne, donc on va surtout pas mettre d'antibiotiques là-dedans. Otite congestive, otite séreuse, ça, c'est pas des situations où on va mettre un antibiotique. Donc sur la photo qu'on a vue tout à l'heure, le tympan, il était non seulement bombé, non seulement inflammatoire, mais il était aussi purulent, il était blanc. Et ces situations-là nécessitent un traitement antibiotique. Quand on a un tympan bombé, mais qui est translucide, là, on est sur une otite congestive ou une otite séromuqueuse, et là, on ne met pas d'antibiothérapie par voie systémique. Donc ça me paraît aussi important à rappeler, parce que c'est des situations qui sont quand même pas rares. Et enfin, l'otite avec otoré, dont parlait Bachir tout à l'heure. Donc en effet, si on a un test diagnostic rapide pour le strepto A, eh bien, ça peut nous permettre de rechercher le pathogène et de traiter de façon plus spécifique. Je vais passer à la suite. L'angine, ça, je pense que je vais juste passer 30 secondes là-dessus, mais qui a des tests diagnostiques rapides pour le strepto A dans son cabinet disponible? Bachir. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. D'autres personnes, non? C'est bon? Pour vous, les freins à l'utilisation de ce test, c'est quoi? C'est le coût ou c'est la disponibilité? C'est le coût. Ça revient à combien? 70 dirhams. 45. Ouais. Ça reste quand même cher parce qu'il y a des, comment on peut dire, des gens qui font le monopole et ils imposent leur prix, hein, malheureusement. D'accord. Ouais. 45 dirhams, c'est en effet très cher comparé à ce qu'on paye en France. Nous, c'est de l'ordre d'1 euro, 1,50 € le test. Donc c'est 4 fois plus. 4 fois plus cher que la France, oui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un point, je ne sais pas si vous avez des leviers d'action là-dessus, mais je vais vous présenter plusieurs situations cliniques pour essayer de mettre en évidence l'intérêt de ce test. Non, la réflexion très rapide pour te laisser continuer, Naïm, c'est que le rhumatisme articulaire aigu, il est de plus en plus rare au Maroc. Il y a des rhumatismes articulaires aigus par excès. Ouais. Si je demande à mes collègues de cabinet qui a vu un rhumatisme articulaire aigu cette année, levez la main. Personne n'a vu de... Tu vois, ouais. Hein? De Rachad Adkouela, Jdida, il a vu un seul cas. D'accord. Et quoique, est-ce que vraiment c'est avec tout le respect, ça reste un diagnostic difficile. Sympatragie, de la fièvre, disons, c'est pas toujours... voilà. Et il me rassure qu'il est vraiment authentique. D'accord. Et nous essayons de convaincre notre ministère tutelle. Malheureusement, ils n'ont pas... La direction qui s'occupe des RAA n'est pas encore bien convaincue. Soit nous qui n'ont pas pu les convaincre, soit ils ont la tête dure parce que le traitement des angines reste encore systématique. Malheureusement, comme tu l'as bien dit, ça va détruire la flore bactérienne intestinale, ça va créer de la résistance et c'est un vrai problème chez nous. Ouais. Donc, bon, moi, j'ai pas d'action là-dessus, mais la chose que je voulais éventuellement aborder, on va le faire là en quelques minutes par la suite, c'est qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, il y a la première situation sur l'angine. Finalement, la proportion d'angines qui ont un test positif, c'est de l'ordre de 35%. Donc, ça veut dire que quand vous faites un test, vous divisez par 3 la prescription antibiotique. Donc ça, déjà, l'angine, c'est quand même une maladie fréquente. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Sensibilité et spécificité dans l'angine, c'est plus de 95%. Donc la probabilité d'avoir un strepto A, mais un test négatif, quand on fait le test correctement, c'est moins de 5%. Donc voilà, pour une maladie qui n'est pas non plus mortelle, moins de 5% de faux négatifs, c'est quand même très très rassurant. Et je vais essayer donc de discuter après différentes situations cliniques pour vous convaincre de l'intérêt de ce test. Donc là-dessus, on va avancer. Donc voilà, juste pour rappel, avant de passer à la suite, donc otite moyenne aiguë, si j'avais 3 messages à marteler, le premier, pas d'antibiotiques systématiques, surtout quand on a plus de 2 ans, on a vu pourquoi le risque de séquelles plus faible, le risque d'otite récidivante plus faible, le risque de complications plus faible, le bénéfice immédiat en termes de réduction de durée des symptômes plus faible. Donc vraiment, essayer de ne pas les prescrire de façon systématique. La molécule
mais on a vu tous les arguments pour et contre, mais pour l'instant, on reste tous sur de l'amoxicilline. Et l'allergie, attention, dans l'immense majorité, c'est une allergie alléguée, non avérée. Et donc vraiment, les conséquences, elles sont très très importantes. Après, c'est une surconsommation d'antibiotiques de très large spectre, ou alors qui sont complètement inefficaces et donc sans intérêt pour l'enfant, avec une perte de chance. Il y a eu des études chez l'adulte, en cas d'allergie suspectée à l'amoxicilline, il y a eu une augmentation du décès dans l'année qui suit. Le décès. Parce qu'ils mettent n'importe quoi comme antibiotique. Donc forcément, si on en a vraiment besoin, eh bien, c'est vraiment un préjudice pour l'enfant. Donc là, je vais passer maintenant à d'autres sujets, sauf s'il y avait des questions sur l'otite. Je vais continuer sur la dernière demi-heure qui nous reste. Donc là, on a un enfant de 7 ans qui n'a pas d'antécédent, qui vient pour une douleur au niveau cervical, il a plus de mal à bouger la tête, et donc on trouve qu'il a une fièvre à 39, on l'examine, sa gorge est strictement normale, et donc vous voyez cette volumineuse masse donc, qui ressemble fortement à une adénite, qui a priori a l'air infectieuse. Et donc la première option que je vous propose, c'est ce genre d'enfant, vous les traitez par amoxicilline, acide clavulanique. Qui est pour ? Personne ? Une adénite infectieuse, les germes qu'on craint, le strepto A et le staphylocoque. Voilà, c'est ça les deux germes principaux, on est tous d'accord. Il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup plus exceptionnels, donc on ne va pas cibler en première intention. Donc si on craint un strepto A staph, est-ce que l'augmentin, c'est un bon traitement ? C'est un bon traitement. OK. Donc option 1, mettre de l'augmentin, a priori, vous êtes partant là-dessus. OK. Option 2, on se dit, je vais mettre plutôt de l'amoxicilline parce que l'enfant a 7 ans. Est-ce que ce n'est pas plutôt le strepto A qui est prédominant à cet âge-là ? Bof. Je vois des noms. Qui est d'accord avec ça ? On peut toujours avoir le staph. Le staph, c'est à quel âge ? Tout âge, j'ai entendu. Le staph, c'est à tout âge. On est d'accord. Voilà. Très bien. Donc, la réponse de la collègue, si vous êtes d'accord, le staph, c'est à tout âge. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est ce que j'ai appris aussi. À l'école, on m'a appris, le staph, c'est à tout âge. L'arthrite à staph, c'est à tout âge. Donc, si c'est à tout âge, on ne met pas de l'amoxicilline parce qu'on se dit, mince, on va rater quand même 50% de notre cible. C'est quand même pas souhaitable. Et alors, qui dit, à part Bachir, qui fait un TDR strepto A pour cet enfant-là ? Je rappelle qu'il a une gorge normale. Hein. Parce que si vous dites c'est soit du staph, soit du strepto A, le staph et le strepto A, ça ne se traite pas pareil. Comment ? La gorge est normale. Voilà. Donc si la gorge est normale, est-ce qu'on va quand même faire un TDR strepto A, Bachir ? C'est à gorge normale parce que gorge normale, mais des situations particulières où je le fais. Ouais. C'est dans les indications extrapharyngées. On dort notamment de l'angine aussi. C'est ça. Donc on sait que le strepto A, même si sa zone de prédilection, c'est l'angine, on sait qu'il peut donner des infections extrapharyngées, donc ça peut donner une anite, ça peut donner une otorée, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut donner une adénite. Et quand on a une anite à strepto A, est-ce qu'on a une angine associée ? Non. Non. Quand on a une otorée à strepto A, est-ce qu'on a une angine associée ? Non. Quand on a une adénite à strepto A, est-ce qu'on a une angine associée ? Possible. Mais pas obligatoire. Et donc, c'est ça que je voulais discuter avec vous en quelques minutes. La question sous-jacente, c'est finalement, quelle est la performance diagnostique de ce test ? C'est-à-dire, est-ce que, quand on trouve un TDR positif sur une gorge normale, est-ce qu'on peut raisonnablement exclure le staph ? Et est-ce que quand le TDR est négatif, est-ce qu'on peut raisonnablement exclure le strepto A ? Et donc la réponse, elle est sous vos yeux. Donc sensibilité, spécificité, vous voyez que la sensibilité, c'est 96%. Donc ça veut dire que la probabilité de rater du strepto A, elle est quasi nulle. Donc c'est quand même un test qui est très 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 performant, même si cliniquement on ne voit pas d'inflammation du pharynx, eh bien en fait, il y a quand même du portage de strepto A dans cette zone-là quand on a une infection extrapharyngée à strepto A, parce que c'est ça la zone de portage.
Donc même si on ne voit pas d'inflammation, on va quand même réussir à le retrouver en faisant un TDR correct. Donc il faut bien gratter l'amygdale avec le coton-tige. Si on passe juste sur un peu de salive, on va le rater, ça c'est sûr. Mais si on fait un TDR de qualité, on va le trouver. Et ces enfants-là sont traités par amoxicilline, sans acide clavulanique. Et le risque de rechute ou d'échec, c'est quasiment nul. Donc finalement, on est quand même plutôt content parce que, comme vous le savez, l'augmentin, on l'a dit, ça décape la flore digestive, ça va cibler des anaérobes, ça va cibler de l'Escherichia coli, ça va avoir des conséquences sur la sélection de BLSE, ça va donner la diarrhée à l'enfant pour rien, c'est quand même incommodant, et si on peut éviter, on est toujours content. Et donc finalement, on a beaucoup d'arguments pour dire que si on trouve un TDR positif, on va mettre de l'amoxicilline seule, et c'est du coup ce qui est proposé dans le guide de l'antibiothérapie de la SOMIPEV, que je prends comme référence à chaque fois, si vous me permettez, mais ça me paraît être un élément important, et c'est ce qui a été mentionné. Vous avez une adénite, il y a 2 pathogènes, et un moyen de faire la différence, en cas de TDR positif, vous restreignez le spectre en limitant à de l'amoxicilline. Si par contre le TDR est négatif, là, on va être sur une probabilité de staph très élevée, et donc on n'aura pas d'autre choix que de mettre de l'amoxicilline acide clavulanique. Donc, juste un petit rappel, parce que l'adénite, ça reste quand même une pathologie qui n'est pas si rare que ça, et donc potentiellement un gain d'antibiothérapie non négligeable. Je vais changer de sujet, sauf s'il y a des questions spécifiques là-dessus. Dans l'antibiothérapie du staphylocoque doré, c'est le staphylo sensible, c'est l'amoxicilline acide clave. S'il est résistant, il résiste à toutes les bêta-lactamines. C'est une résistance qui est hétérogène. D'accord, à tout le groupe, ça c'est clair. C'est clair. Ouais. Tout à fait. Donc retenez, très bonne performance du test, et ça permet donc un traitement ciblé, une réduction du spectre et une réduction des effets secondaires. En quelques secondes, juste un cas clinique très rapide, c'est un enfant de 5 ans qui n'a aucun antécédent, qui est correctement vacciné, qui consulte pour cette lésion que vous voyez là. C'est quoi ça? Pardon, je sais pas. Un panari. Voilà, donc un panari périinguéal ou tourniole, voilà, c'est synonyme. Et donc la première proposition, vous faites des soins locaux, donc on va essayer de désinfecter localement. Donc on fait des bains au daquin, on trempe le doigt dans le daquin pendant plusieurs minutes, plusieurs fois par jour, pour essayer de nettoyer, de faire couler ce pus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ok. Deuxième proposition, je les mets au fur et à mesure, comme ça ils n'ont pas la réponse de la suite, sinon c'est pas rigolo. Antibiotique. Comment? Oh, sinon on essaye de le percer. Voilà. Donc on va voir ces options-là. Deuxième option, on se dit, ok, les 2 principaux germes, c'est Staph aureus, Strepto A. Ça tombe bien, on a un antibiotique qui couvre les 2, c'est l'amoxicilline acide clavulanique. Donc on peut traiter médicalement sans problème. Qui est d'accord avec ça? Il n'y a pas d'autres signes cliniques. Il n'y a pas de signes généraux. Non, ces enfants-là, en général, sauf situation exceptionnelle d'un rash toxinique, etc., on va craindre des manifestations toxiniques. Dans l'immense majorité des cas, ces enfants, ils n'ont ni fièvre, ni altération de l'état général, ni aucun symptôme systémique. Je parle sous le contrôle des experts. Mais voilà, par ailleurs, il va parfaitement bien. Docteur Test. Mais j'ai entendu autre chose. Traitement local, c'est ça que vous dites? Acide fusidique ou mupirocine, traitement local. Ok. Ou sinon, on fait un TDR. S'il y a une adénite satellite. Oui, comment? S'il y a une adénite satellite. Alors, on va rechercher aussi, en effet, une adénopathie, une inflammatoire satellite. Donc là, pour l'instant, dans la majorité des cas, ces enfants-là n'en ont pas. Et cet enfant-là, en l'occurrence, n'en avait pas. Mais en effet, s'il y en avait une, ça pourrait indiquer éventuellement une réaction loco-régionale qui pourrait justifier une antibiothérapie par voie orale. Strepto A prédominant, antibiothérapie par amoxicilline, ça, est-ce que quelqu'un vote pour? Non, hein, là il y a du staph là-dedans, on se méfie. Et donc s'il y a du staph et du Strepto A, la question c'est est-ce qu'on peut faire un TDR? Voilà, merci Bachir. Donc, le TDR, dans cette indication-là, vous savez, quand on développe un test diagnostique,
on va l'évaluer dans une indication précise. Donc le TDR a été développé pour l'angine, pas pour autre chose. Donc si on utilise un test en dehors de son indication initiale, on n'a aucune information sur les performances de ce test. Donc il faut l'évaluer. On ne peut pas juste dire je pense que c'est du streptoa, je vais aller tester n'importe où, dans la plèvre, dans le poumon, dans l'oreille, sur le doigt, etc. Il faut des études, il faut tester les sensibilités, spécificités dans chacune de ces indications-là. Et donc là, il y a eu une étude qui a été faite en France il y a 2 ans pour essayer de répondre à cette question-là. Et donc vous voyez, sensibilité, que ça soit un stade collecté ou non collecté, 92-96%. Spécificité, 94% et 84%. Et valeurs prédictives, positives ou négatives, tout à fait remarquables. Donc, c'est un test qui a l'air de fonctionner super bien. Alors, comment on fait? Donc, on écouvillonne, comme si on voulait faire un prélèvement bactériologique, on écouvillonne, et puis on met le test dans le réactif, comme si on faisait un TDR streptoa de la gorge. Oui? Ouais. C'est différent quand ce n'est pas collecté. Exactement. Ça demande plus de temps et plus un petit peu, ça nous demande plus de temps vraiment de prendre le temps de bien contourner, de bien contourner la corniole pour avoir le résultat. Et en général, ça dépend. En fait, on va choisir même dans les streptotests, il y a différents tests en fonction du seuil de détection. On va choisir par exemple des seuils de détection un peu plus bas ou des seuils de détection un peu plus haut, soit en CFU pour pouvoir un petit peu adapter en fonction de l'indication. Voilà. Donc là, on est à un niveau de complexité élevé, mais en tous les cas, je suis tout à fait d'accord. Si on est à un stade collecté, on a du pus qui coule, là, il n'y a pas de problème, on a un inoculum très élevé. En revanche, si ce n'est pas complètement collecté, on peut gratter avec une petite compresse, humidifiée avec du sérum physiologique par exemple, pour essayer de ramasser le plus de bactéries possible, de libérer l'inoculum, et donc après, on va gratter avec notre coton-tige, et puis on le met dans le test, et en quelques minutes, on peut avoir le résultat. Et donc la question que je te pose, Bachir, si le test est positif, qu'est-ce que tu fais ? Tu le mets sous amoxicilline, et quel est son risque d'avoir un échec du traitement médical? Très peu. Donc très peu, en pratique c'est 0. Dans l'étude qu'ils avaient faite, donc c'était sur plusieurs dizaines de malades, ils font un TDR systématique. Le TDR est négatif, ça on ne sait pas quel est le germe, on reste avec les soins locaux, et malheureusement de temps en temps on a besoin d'aller inciser, donc d'avoir un traitement chirurgical, ça on n'a pas le choix. Si on a un test qui est positif, il est mis sous amoxicilline, et la proportion d'enfants qui ont été en échec du traitement médicamenteux, dans cette étude, c'était 0. Vous voyez, 72 non collectés, 26 TDR+, 26 évolution favorable. Vous voyez? Et là pareil, dans les 102 collectés, 37 TDR+, 37 d'évolution favorable. Donc vous voyez, la proportion TDR+, TDR-, c'est grosso modo 50-50. Mais quand le TDR est positif et qu'il est traité par amoxicilline, le risque d'échec est quand même relativement modeste. La raison probable, c'est que, je vous rappelle, les CMI du streptoa pour l'amoxicilline, c'est quasiment 0. Donc même si on a un gros inoculum bactérien, même si on a une diffusion qui est quand même relativement modeste dans une zone qui n'est pas vascularisée, on va quand même réussir à traiter correctement l'enfant. Et donc ça permet d'éviter éventuellement des évolutions défavorables avec après une incision et le besoin d'aller voir un chirurgien. Donc là aussi, on a finalement une utilisation non conventionnelle de ce TDR, mais qui apporte quand même un bénéfice non négligeable parce que ça permet d'éviter des complications chirurgicales. Juste avancer. Donc, traitement ciblé, limiter les complications, ça on l'a dit. Je vais passer à un autre sujet, sauf si vous avez des questions. Donc là, on va changer complètement de situation. Donc j'en ai fini avec les infections ORL respiratoires. Et je vais passer juste au dernier volet sur l'urinaire, parce que j'avais aussi un petit message que je voulais discuter avec vous. Donc si vous me permettez, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus ou je continue? Super. Donc là, oui, pardon. Il a reçu des antibiotiques auparavant. Donc on n'a pas le même raisonnement. Bien sûr. Donc c'est là qu'il faut... Parce que souvent, nos enfants ont déjà reçu des antibiotiques et il faut réfléchir autrement. Oui. Et ne pas mettre d'antibiotiques. Mais le raisonnement est beaucoup plus difficile que... Bien sûr. C'est vrai, présenté comme ça, c'est aisé. C'est sûr. C'est une excellente remarque. Je précise
que ces tests-là sont très sensibles à l'antibiothérapie initiale. C'est-à-dire que sur du strepto A, comme on a des CMI qui sont très très basses, une prise ou deux d'antibiotiques peut suffire à négativer le test. Donc si jamais dans les 24-48 heures, il a déjà été traité par amoxicilline, là, le test va être beaucoup moins performant. Comment? Ou d'autres antibiotiques, bien sûr, parce que strepto A, il est sensible à beaucoup de choses. Oui, je dirais même plus qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, même en utilisant des streptotests moléculaires, au bout de 6 heures, tu commences à avoir de la négativation. 6 heures. Ouais. C'est un germe qui est très très sensible. Donc, je vous remercie pour ce commentaire qui est important à prendre en compte, en effet. Et donc, je vais finir avec l'infection urinaire. Donc là, on a un enfant de 5 mois qui vient, qui n'a pas d'antécédent, il a été circoncis, et il a une fièvre isolée depuis 24 heures, qui est quand même élevée, hein, 39,5. Voilà, et donc on l'examine. L'examen clinique ne retrouve rien de particulier, pas de point d'appel respiratoire, pas d'infection cutanée, rien de spécial. Et donc, la question que je vous pose, c'est qui va lui faire une analyse d'urine sur sondage? Pas de sondage. Donc, qui veut faire un sondage? 5 mois. Sondage. Bandelette, mais bandelette sur sondage ou bandelette sur quoi? Sur sondage. Sans sondage, donc on met une poche. Donc on met un collecteur d'urine, une poche, et on fait une bandelette urinaire. Bien nettoyée avant. Sur le moment même. Mais bon, c'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'il fait pipi, malheureusement. J'avance les autres propositions. Deuxième possibilité, donc analyse d'urine sur poche que vous venez d'évoquer. Troisième possibilité, antibiothérapie d'emblée. On se dit, bah voilà, on est très inquiet, il a 5 mois, il est petit, je ne vais pas perdre de temps avec l'analyse, je traite. Personne ne fait ça. Ok, super. Et quatrième possibilité, je ne fais rien. Qui fait rien? Il y a une petite moitié qui fait rien quand même, qui dit, bon, oui, 24 heures de fièvre, bon, ok. Ok, donc... Mais en réalité, qu'est-ce que vous faites? Il a 5 mois, il a de la fièvre à 39,5, malgré l'examen clinique normal. Dites la réalité, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de jugement, hein. Chacun a le droit de... Moi, je fais une CRP. Une CRP? CRP, numération formule. Hein. D'accord. NUM CRP. D'accord. Ok, donc on fait quand même un prélèvement, oui? Sinon, on le revoit. Voilà. Wait and see, on fait rien, on essaie de le revoir rapidement. Normal. On voit hein, que sur un tableau aussi fréquent que ça, il y a du débat hein, quand même. Bachir. La probabilité préteste dans ces situations, elle est de moins de 2%. Ma probabilité préteste. Comment tu sais? Bah écoute, il y a l'outil calculator, je viens d'utiliser tout de suite. Il est fort. Non, il est très très fort. Moins de 2%. Explique aux autres, parce que qui a compris ce que vient de dire Bachir? Comment? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Quand on a une situation clinique, la question qui se pose, c'est quelle est la probabilité pré-test avant de faire un examen? Voilà, parce qu'on est en train de dire, est-ce qu'on fait une CRP, une numération, une analyse d'urine? Rien du tout. Quelle est la probabilité pour cet enfant-là d'avoir l'infection? Et ça, comme on a 3 signes cliniques, a priori, on devrait pouvoir répondre à la question. Si ce même enfant, il avait 3 antécédents de pyélonéphrite ou une dilatation connue, sa probabilité aurait augmenté. Si ce même enfant n'avait pas été circoncis, sa probabilité aurait été augmentée. Donc il y a des paramètres cliniques qui vont faire varier la probabilité pré-test. Si ce même enfant il avait de la fièvre depuis 3 jours, ça aurait pu augmenter. Ce même enfant il a 0 antécédent, bah, sa probabilité est plus faible. Donc voilà, il y a des éléments qui peuvent faire varier la probabilité pré-test. Et toutes les analyses qu'on vient d'évoquer là, à part la poche, sont quand même des analyses qui sont invasives. Le sondage, c'est invasif. La numération formule sanguine, il faut l'envoyer faire un prélèvement. Ce n'est pas si simple que ça. Donc si on peut, juste avec les informations cliniques, préciser la probabilité d'infection, bah, c'est quand même un élément qui est important. Donc,
comme j'en avais parlé en effet sur un congrès précédent, mais j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important. C'est un outil qui est gratuit et que Bachir vient de faire. On peut, avec des données d'enfants qui ont déjà consulté auparavant et qui ont fait des analyses d'urine, préciser la proportion d'enfants qui ont effectivement une infection urinaire en fonction des signes cliniques initiaux. Donc il y a une équipe des États-Unis qui a pris 2000 enfants nourrissons fébriles entre 2 et 23 mois, donc ce n'est pas valable pour le nouveau-né, c'est uniquement plus de 2 mois, et qui ont regardé la proportion d'enfants qui avaient une infection urinaire en fonction des symptômes initiaux, et en faisant ça, eh ben, on peut construire un algorithme. Et on dit, bah voilà, pour tous les enfants qui avaient plus de 12 mois, aucun antécédent, de sexe masculin ou circoncis, une fièvre depuis tant ou depuis tant, eh bien la probabilité, elle est de temps. Et pour tous les enfants qui sont de sexe féminin ou qui ont été circoncis, qui ont une fièvre depuis plus de 3 jours, etc., la probabilité va varier. Et donc finalement, on voit qu'en répondant à 6 questions, l'âge de l'enfant, la température maximale, les antécédents d'infection urinaire, circoncision ou femelle, ou sexe féminin, pardon, autre source de fièvre et la durée des symptômes. Et bien avec ces 6 questions très simples, on est capable d'estimer la probabilité de l'infection urinaire. Et donc si on prend la situation qu'on avait montrée tout à l'heure, on peut rajouter aussi les résultats de la bandelette urinaire si jamais on l'a effectué comme c'était suggéré tout à l'heure, tout à fait. Et bien si on prend l'ensemble de ces éléments-là, on peut préciser la probabilité d'infection urinaire. Et donc là, pour l'enfant dont on parlait tout à l'heure, la probabilité c'est 1,9%. Donc maintenant qu'on sait, comme Bachir nous l'a dit, que la probabilité c'est 1,9%, qui fait encore le sondage? Donc voilà, il n'y a aucun jugement de toute façon parce qu'on a tous raison, on a tous tort, ce sont des probabilités. Donc après, on fait en fonction de la clinique, en fonction des capacités de réalisation des examens complémentaires. Est-ce qu'on a la possibilité de revoir l'enfant dans 24 heures ou pas? Est-ce que le niveau de compréhension des parents est important ou pas? Est-ce qu'on a accès aux analyses d'urine ou pas? Donc tout ça, évidemment, c'est du contexte qui va faire changer notre raisonnement clinique, mais en tous les cas, le fait de savoir que sur quelques informations cliniques, on peut préciser la probabilité d'avoir l'infection, je trouve que c'est quand même très aidant pour prendre une décision en termes d'examen complémentaire qui n'est pas toujours simple à objectiver. Ça, c'est le lien du site si jamais vous avez envie de vous connecter, s'appelle UTI Calc, PIT Edu. Alors, donc la question je vous la pose aussi, parce que je ne suis pas le seul à pouvoir. La question, c'est est-ce que finalement c'est variable d'un pays à l'autre? Bachir, il dit non. Il y a des choses qui sont universelles, d'autres qui sont variables. Moi, je suis d'accord avec vous. D'une façon générale, quand on parle de maladies infectieuses, il faut toujours faire attention à l'extrapolabilité. Je pense que l'élément qui peut varier d'un pays à l'autre, c'est notre capacité à dépister en prénatal des dilatations. Si on a un programme de dépistage systématique ou pas, on va dépister plus ou moins de dilatation piélocalicielle, dont on sait que c'est un facteur de risque important. Ça, c'est un élément qui peut varier. Éventuellement, on pourrait se dire en fonction du patrimoine génétique, il y a plus ou moins de dilatation d'origine génétique dans le cadre de malformations rénales génétiques. Consanguinité d'une population, si on a un niveau de consanguinité très élevé, on va avoir plus de pathologies malformatives. Mais sinon, sur le germe en lui-même, je suis d'accord avec Bachir, sur le germe, il est le même partout. Donc ça, c'est à peu près... Donc, je suis quand même relativement confiant sur le caractère universel, sous réserve que le niveau quand même de dépistage soit correct. C'est ça. Ça. Je décide de ne pas le mettre sous antibiotiques, au moins je dois m'assurer que je vais le revoir le lendemain. Voilà. Et parfois l'éloignement, les parents, est-ce qu'ils vont adhérer à cette façon? Tout à fait d'accord. C'est un facteur important quand même. C'est pour moi l'élément prédominant. Quand on a des parents qui ne comprennent pas ou qui habitent très très loin, qui ne pourront pas reconsulter, on ne peut pas avoir la même attitude thérapeutique. Il va falloir être plus... Voilà, c'est ça. Donc, oui. Tout à fait. Donc la ponction suspubienne, c'est
l'examen de référence sur le plan microbiologique. C'est-à-dire que c'est l'examen qui a le plus faible risque de contamination. En pratique, personnellement, je n'en ai jamais fait. Ce n'est pas apparemment un geste compliqué à faire. Les Américains en font beaucoup. Moi, personnellement, j'en fais très peu, et c'est plutôt un chirurgien qui va venir, donc il faut être aux urgences pédiatriques, il faut avoir un collègue qui a l'habitude, mais ce n'est pas un geste qui est théoriquement complexe à faire, je suis d'accord avec vous. Naïm, on le faisait avant, ouais. Mais un petit détail, c'est au niveau de l'interprétation de la leucocyturie et de la bactériurie, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose sur le plan d'interprétation des résultats. Il faut bien informer le microbiologiste avec lequel vous travaillez que c'est fait par ponction suspubienne. Et il faut s'assurer que c'est une vessie pleine. C'est ça. C'est ça. Il faut quand même avoir un petit coup d'écho avant, voilà, pour ne pas taper l'intestin quand même. Hein. Je pense exactement. Maintenant, les gens qui commencent à acquérir des échographes dans leur service, voilà. ça peut devenir plus... Il faut le revisiter avec la ponction avec l'échographie. C'est ça. Il y a un autre examen aussi qui est assez sympa à faire, c'est le tapoting. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, on met l'enfant un petit peu semi-assis, on commence à tapoter un petit peu ses lombes, on se prépare avec un petit pot après l'avoir bien sûr désinfecté au préalable, et hop, on attrape un milieu de jet. Dans 80% des cas, il va faire pipi. Juste en le tapotant comme ça, c'est non invasif et c'est un prélèvement correct si on a bien désinfecté avant. Ici, pour ce cas, on est dans une tranche d'âge très critique. Ouais. Tranche d'âge très critique, 5 mois. Ouais. Et on s'est focalisé juste sur l'infection urinaire. Alors, même si l'examen il est normal, donc ce qu'on a collecté dans le cadre des meningites de la SOMEPEV, pas mal de nourrissons, examen normal, il est mal à l'aise. Quand on fait la ponction, c'est une méningite. Ouais. Juste, j'insiste, il faut trouver une explication. Bien sûr. Si tu es un nourrisson, surtout cette tranche d'âge qui est un peu... Bien sûr. Moi, je ne peux que abonder en votre sens, je suis tout à fait d'accord. Quand on a un enfant à cet âge-là, c'est le pic d'incidence des méningites bactériennes, c'est à cet âge-là. Hein. Le pneumocoque, c'est un tout petit peu plus tard, mais en effet, à cet âge-là, on est très à risque. Il peut y avoir encore un peu de strepto B, il peut y avoir du pneumocoque, du méningocoque. Donc il faut être extrêmement prudent. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, aussi sur notre capacité à pouvoir surveiller les symptômes. Parce que sur un enfant qui a un examen clinique strictement normal, qui mange parfaitement, qui vomit pas, qui a une fontanelle normale, qui a un comportement habituel, qui n'est pas gêné, etc., même si on reste tout à fait prudent, je pense qu'on n'est pas obligé de faire une ponction lombaire d'emblée. La fontanelle, elle bombe rapidement. Hein. Ouais. C'est ça. Une fièvre à 39 à cet âge-là, c'est un bébé qu'il ne faut pas lâcher. Ouais. Un bon examen clinique. Je l'hospitalise 24 heures, 48 heures pour un marqueur d'inflammation, le réexaminer. Je suis tout à fait d'accord avec Olmati. Audrey, c'est sûr et certain, parce que là, le Maghreb, là, non, je remercie Naïm pour la clarté de ses messages. Mais nous contextualisons toujours. Moi, je suis à Marrakech, par exemple. Si j'ai une bronchiolite limite dans les indications d'hospitalisation qui habite Jbel, qui habite la montagne, je la garde. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui se rajoutent. Bien sûr. Et les scores, c'est bien, ça nous aide, Bachir. Attention, les tests, ça nous aide. Mais il y a le bon sens clinique. Tout à fait. Ça, c'est très important. Tout à fait. Mais je pense que c'est valable dans toutes les situations. Hein. Dans mon hôpital, il y a aussi des populations qui ont un très haut niveau de précarité, certains qui ne pourront pas revenir au milieu de la nuit si jamais l'enfant se dégrade. Celui-là, on ne va surtout pas le laisser partir. On le garde en surveillance, même si on ne lui donne pas d'antibiotiques. À la limite, on peut ne pas faire de ponction lombaire d'emblée, mais par contre, on le garde sous surveillance. On va le réexaminer 2 heures après, 6 heures après. Et au moindre doute, il vaut mieux faire les examens plutôt que de prendre un retard diagnostique. Rapidement, c'est Hamdous. Non, je crois qu'il y a les signes d'état général, comme vous avez dit, un enfant génial qui pleure, qui est pâle, qui n'est pas bien. Un enfant qui a une maladie virale, il a même 39,5 de température, il est là, il regarde, il est bien. J'ai reçu la semaine dernière un nourrisson de 2 mois et demi, méningite. J'ai entendu son cri dans l'autre salle de bureau.
J'ai dit, celui-là, il a quelque chose d'important. Ça c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est Hamdouche. Non, mais ça c'est l'expérience d'un ancien. Mais oui, mais l'idée, la difficulté, c'est devant une fièvre isolée chez un jeune nourrisson. On sait que les étiologies virales sont prédominantes par rapport aux causes bactériennes, mais l'idée, c'est de ne pas passer à côté de la cause bactérienne. Ça, c'est fondamental. Tout à fait. Donc voilà, oui, pardon. Il voit de la fièvre, il n'a pas de quoi, comment bilanter. Il risque l'antibiothérapie, il le met, et c'est ça la grosse faute. Bien sûr. Et quand il arrive à l'hôpital, toutes les cartes sont brouillées. Ouais. Donc, le message qu'il faudrait peut-être donner, c'est de ne pas mettre sous antibiotiques sans avoir quelque chose des prélèvements préalables. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Peut-être juste un message sur ces tests-là. Donc en effet, je pense que c'est des outils à prendre en considération en plus de la clinique. Mais comme on a insisté là-dessus, ce ne sont pas des éléments qui doivent être les seuls éléments pour guider la prise en charge. Ça apporte une information supplémentaire, comme n'importe quel test diagnostique, comme la CRP, comme la numération de formule sanguine. Ça nous précise la probabilité d'être dans une situation d'infection, mais il faut garder en effet le contexte et l'ensemble des éléments. Et je finis sur les recommandations d'antibiothérapie dans ces situations-là. Donc pour un enfant qui aurait une infection urinaire documentée, eh bien, pour le patient ambulatoire, on peut proposer soit de l'amicacine, ceftriaxone ou cefixime s'il est en bon état général. Donc on a la possibilité, si jamais il a une infection urinaire documentée, de le traiter de façon ambulatoire. Ça, ce n'est pas pour le nouveau-né. Le nouveau-né, c'est hospitalisation quoi qu'il arrive. Entre 1 mois et 3 mois, c'est quand même plutôt de l'intraveineux. Et au-delà de 3 mois, en l'absence d'uropathie connue, avec une fonction rénale correcte, en l'absence de facteurs de risque, ce n'est pas un terrain particulier, on a la possibilité de faire un traitement oral d'emblée. En tout cas, ce deuxième cas clinique nous ouvre sur le chapitre des fièvres isolées chez le jeune nourrisson. Ça mérite 1 heure de plus de discussion, de débat, d'échange. Moi, je suis très ravi de connaître Naïm parce que, et je remercie Mourtari, c'est Mourtari qui t'a invité, hein, parce que là, nous avons partagé 1 heure et demie. D'accord, nous avons partagé ensemble, pouvons en témoigner, un enseignement clair, pratique et de terrain. Merci beaucoup, Naïm. Merci à vous. Ah oui. Et c'est Monsieur le Président de la Société de pédiatrie de Kela vous invite à une pause café. Et je vous invite pour nos journées qui auront lieu en novembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup.